Donc voilà, cette soirée est donc consacrée au Bhoutan et le point de départ, en fait, était le film de Ludovic et de Anna Segarra qu'ils ont tourné donc tout à fait au début de l'ouverture du Bhoutan, puisque c'est en 74, je crois, et ils ont eu les visas 2 et 3 pour rentrer au Bhoutan. Donc c'était tout à fait euh, nouveau. Et c'était encore un pays qui était vierge de tout contact extérieur. Euh, c'est un film de cinéaste. Il y a quelqu'un qui parle et qui n'a pas déconnecté son micro, j'ai l'impression. C'est donc un film de cinéaste, non pas un film d'éthologue. Donc, c'est une vision du Bhoutan. Et je pense que Françoise recadrera tout ça en fonction de ses connaissances du pays, qui est quand même beaucoup plus profonde par ses activités qu'elle a menées là-bas depuis longtemps. Alors, fin 2019, j'avais participé à un colloque à Binche, à Mons, sur la préservation du patrimoine immatériel. Et j'étais intervenu donc au titre de l'Himalaya. Il était question aussi du carnaval de Nice, des Gilles de Binche et du Doudou de Mons. Et j'avais amorcé donc la soirée avec un certain nombre de photos où je mettais en parallèle des clichés anciens et des clichés contemporains pour montrer ma vision d'une certaine dégradation du contexte local. Ah, c'est comment Vous faites ça? Vous pouvez vous lever 2 secondes? Voilà. Et toi? Alors, Tu as plié en noir là? Qu'est-ce que j'en ai fait des draps que j'ai pliés? hein, voilà. Hello, everyone. Namaste from Nepal. Voilà. Hello. Alors, Hello. Nice to see you. Namaste. 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 c'est ça. Namaste, doctor. Comment t'as fait pour Tech. Yes, yes, you are famous là. Voilà. Hein? Et en grand format. Appuie sur la partir du début. Voilà. Donc, j'étais parti sur ce cliché qu'avait pris Renzo Freschi en 76 lorsqu'il avait été participé au pèlerinage de Kalinchok. Alors, l'année d'avant, il avait voulu s'y rendre et il avait été obligé de rebrousser chemin parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un monde complètement désertique et il n'avait pas prévu de quoi se nourrir et loger. Donc, il avait rebroussé chemin. Et ensuite, il a attaqué Tu le veux ou Kalinchok. Tu peux mettre plein écran. comment on fait? Là, sur les bords, il y a des trucs. Alors, attends. Ah bah oui, c'est. Alors, voilà. Ah, moi je ferme pas là. Est-ce qu'on pourrait Donc, éteindre, ceux qui ne parlent pas pourraient éteindre leur micro, merci. Donc, voilà le contexte de Kalinchok en 76, avec des vrais chamans qui escaladaient la montagne pour faire leur rituel annuel. Et voilà le contexte, donc encore, donc uniquement des Népalais et des chamans ou disciples. Vous avez vu la vallée, voilà maintenant ce que c'est devenu, donc un espèce de bidonville avec des toits en tôle. Et ils ont fait pour atteindre Kalinchok un funiculaire. Et donc, vous avez des hordes de touristes qui dévalent maintenant les escalades, les montagnes et qui vont assister au pèlerinage en faisant des photos et en se comportant comme des touristes, c'est-à-dire, voilà, maintenant le contexte euh, euh, tel qu'il est maintenant à Kalinchok. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez pratiquement plus de chamans, sauf des figurants qui sont là pour les photos, mais pratiquement toute la tradition est morte. Là, c'est une photo qui est très ancienne, qui est du début 20e du Sikkim. Et on voit donc un monastère avec plutôt donc voisin du Bhoutan, plutôt pauvre comme d'abord comme public et comme élément. Mais voilà, c'était des photos et Serge Bourguignon serait vraiment très furieux de voir la mauvaise qualité parce que c'est des repiquages de photos, de copies de films, etc. Mais quand il a été en 54 au Sikkim, il a assisté à des fêtes de monastère et qui étaient telles que ceci, c'est-à-dire
cliché, je suis désolé, est mauvais, mais on voit qu'il y a quand même très peu de monde autour durant ce rituel. Et je vous ai mis en parallèle maintenant des rituels au Bhoutan, où il y a pratiquement autant de touristes que de Bhoutanais, et ce sont des aires de spectacle et plus des aires religieux. Et vous avez par exemple ici à droite tout un tas de caméras, de gens qui filment, etc. Et tout ça, c'est quand même la fin d'un monde aussi. Ça, je pense que Françoise nous décrira ça beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Lors du couronnement de roi du temps la dernière fois, j'ai un ami qui avait assisté au couronnement et qui avait assisté à une fête de Tersham. Et donc, cette fête était à minuit, la porte d'un monastère s'ouvre et il y a 16 jeunes garçons nus et masqués qui sortent du monastère et qui font une danse autour du feu. Et les femmes vont se prosterner devant et ils leur tapent sur la tête avec le sexe pour chasser les démons. A priori, là-bas, les démons sont plutôt pudiques, contrairement à nous, que chez nous, Satan qui est plutôt paillard. Mais donc, c'était l'exhibition du sexe qui était à la base du rituel. Et vous voyez que maintenant, les gens vont faire des photos avec des flashs, etc. Et maintenant, ils portent des caleçons et des pagnes. Donc, le rituel en lui-même, maintenant, n'a plus de fonction rituelle. Et c'est maintenant aussi un spectacle, tout simplement, quoi, quand même. Alors, je vais clôturer avec une notice qui servait d'introduction au catalogue sur l'exposition du Bhoutan du musée du Guimet, où sa sainteté, le plus haut dignitaire du Bhoutan, disait que les danses masquées, etc., permettaient aux spectateurs d'évoluer, de se plonger dans un contexte mystique, etc. Alors qu'a priori, maintenant, c'est plus un contexte photographique que mystique. Bon, alors, c'était un peu ma vision qui est peut-être très pessimiste du problème. Et je laisse maintenant la parole à Françoise, qui est quand même beaucoup plus compétente que moi, pour vous parler du Bhoutan actuel. Bien, bonsoir à tout le monde. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et vivant depuis maintenant 40 ans au Bhoutan et ayant vu un certain nombre de transformations du pays, je ne dirais pas que toutes les transformations sont bonnes, mais en ce qui concerne les danses, alors là, d'abord, je suis très choquée, je dois dire, de voir la danse, la photo de la danse nue, car elle est normalement interdite aux étrangers et on n'a pas le droit de faire des photos. Moi-même, je ne l'ai jamais vue. Et donc, je n'ai jamais publié de photos, je n'ai jamais fait de photos, je n'y suis jamais allée, parce que c'est interdit. Donc, je suis un petit peu surprise. En ce qui concerne les danses, alors, bien sûr, vous avez des touristes, mais la vision religieuse pour les Bhoutanais est la même. Qu'il y ait des touristes ou pas, il y a un intérêt et une vraie philosophie, une vraie croyance que si l'on assiste à ces danses, on va gagner des mérites, etc. Je ne vais pas me rentrer dans les détails ici, mais c'est très important pour eux. Et à tel point que maintenant, les gens âgés, pour vous donner une idée, certains des grands rituels sont live à la télévision bhoutanaise et les gens âgés écrivent combien ils sont reconnaissants parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer et combien ils peuvent avoir à la télévision une bénédiction en voyant ces danses. Donc, je pense que peut-être il y a des touristes, bien sûr qu'il y a des touristes, mais ils ne gênent pas la croyance et c'est peut-être très différent ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, au Bhoutan, c'est comme ça. Ça ne gêne pas la population qui est quand même très religieuse et qui prend ces danses comme vraiment une bénédiction
et un enseignement religieux. Alors là, d'autant plus, alors je vais encore parler quelques instants sur ce sujet. Actuellement, ce que je remarque au Bhoutan, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un beaucoup plus grand intérêt de la population pour les danses en général et pour les festivals en général, qu'il n'y avait pas, par exemple, dans les années 80. Dans les années 80, on avait un peu tendance à penser « oh, c'est des vieilleries, tout ça, c'est pas très important ». Alors qu'actuellement, avec les efforts à la fois de l'UNESCO et d'autres officines, la notion de patrimoine matériel et immatériel en ce qui concerne les danses est vraiment rentrée dans la population et chacun est très, très fier de ces danses. Je fais partie d'un renouveau d'une danse qui a lieu dans le sud-est du Bhoutan. Ils ont fait un groupe et tout le monde, tous les gens qui sont à la capitale et qui sont de cette région, y participent et emmènent leurs enfants parce que ils en tirent une grande fierté. Donc là, je ne serai absolument pas aussi pessimiste que vous. Voilà. Mais j'accueille toutes les questions, bien sûr. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Vas-y, vas-y. Enfin, Déjà, effectivement, juste pour rajouter pour toi, je voulais dire effectivement à François que surtout, enfin, j'ai conversé en chat, mais que surtout les rituels ne changent en rien que les touristes soient là ou pas au Bhoutan. C'est pas comme par exemple au Tibet où vraiment il y a un spectacle qui est fait à la salle uniquement pour les touristes, qu'ils soient chinois ou étrangers, et où on s'intéresse bien peu à la profondeur des rituels et de leurs messages. Mais au Bhoutan, c'est absolument pas le cas. Effectivement, ils accueillent, puisque c'est une de leurs premières rentrées, les devises internationales, ils accueillent des étrangers, mais en aucun cas, enfin nous, depuis 30 ans que nous accompagnons des groupes là-bas, nous voyons exactement les mêmes rituels chaque année. Je pensais que peut-être, juste dans l'ordre des choses, ma présence était là, surtout pour représenter Anna et le film. Donc, si j'ai bien compris, la discussion et notre débat est autour du Bhoutan et Françoise va la mener, mais peut-être que je pourrais me permettre puisque les gens, si j'ai bien compris, les participants ont vu le film comme nous en amont, je pourrais me permettre d'apporter simplement les détails que je connais sur ce film pour l'avoir présenté de nombreuses fois avec Anna et aussi pour surtout avoir encore parlé hier soir avec le caméraman qui a fait ces images et qui reste un caméraman avec qui j'ai travaillé très souvent et qui donc peut apporter quelques petites informations qui vous seront utiles, n'est-ce pas? Absolument. Et de toute façon, Françoise, après, pourra aussi nous donner sa perception du film par rapport à ce qu'elle connaît maintenant du Bhoutan. En fait, je voulais, si je peux me permettre, François, je pensais vous faire un petit résumé de mon impression sur le film. Très bien. En tant que film, Oui. en tant que film de 1974. Oui. Non, alors justement… Ouais. Après, on pourra élaborer sur d'autres questions. Mais… Alors, finissez Françoise, après on laissera la parole à Jeanne. Pardon, excusez-moi, mais Oui. déjà, ça serait peut-être mieux. J'ai trois mots à vous dire, mais déjà, le film n'est pas de 74, donc laissez-moi juste vous donner les informations qui concernent le film, et comme ça, après, on sera dans l'ordre. Hein. Ok, donc, Anna, désolée de ne pas être à mes côtés, parce que effectivement, je ne suis pas à Paris, mais Anna va avoir bientôt 90 ans et sa mémoire flanche. Donc, je vais vous donner des informations très précises sur les contextes dans lesquels ce film s'est fait. Ce film s'est tourné entre la mi-octobre et la mi-septembre et la mi-octobre 1975. Il s'est tourné dans une série de films que déjà Anne et Ludovic tournaient autour de toute une mystique. Ils avaient déjà tourné à plusieurs reprises. Attention, Anne et Ludovic avaient leur propre société de production, travaillaient au gré de leurs intérêts et de leurs goûts. Ils partaient
en voiture depuis Paris et ils arrivaient jusqu'en Inde. Ils tournaient en Inde, ils tournaient en Russie, ils ont tourné Saint-Pétersbourg, ils ont tourné Novgorod, ils ont tourné au Moyen-Orient les histoires de Saint Paul et d'autres saints. Ils ont tourné un petit peu partout. Et quand ils sont arrivés en Inde, ils ont eu l'occasion de rencontrer, dans l'année qui a précédé le 75, Jean-Daniel Jurgensen, qui était à l'époque l'ambassadeur de France à Delhi. Ils ont eu beaucoup d'échanges entre eux et c'est à ce moment-là que l'ambassadeur leur a parlé du Bhoutan et leur a proposé son soutien pour qu'ils puissent, l'année suivante, s'ils le souhaitaient, essayer de pénétrer dans ce petit pays où, à l'époque, très peu, évidemment, de caméras et de cinéastes avaient été. Donc, ils sont rentrés en France et ils sont repartis, donc en 75, avec cette autorisation et cette invitation officielle du gouvernement bhoutanais. Et donc, ils se sont retrouvés avec un ingénieur du son et qui était une jeune femme ethnomusicienne et Étienne de Gramont, qui était un jeune caméraman qui commençait dans ce métier. Ils se sont retrouvés donc au Bhoutan, où ils ont été accompagnés tout du long par un représentant évidemment du gouvernement. Ils n'ont jamais rencontré la famille royale et dans le cadre de cette quête spirituelle qu'ils faisaient dans tous les pays et précédemment, ils ont décidé de faire la même chose au Bhoutan. Voilà, c'est un choix volontiers de leur part, ce n'était pas une commande de la télévision. Et ils sont arrivés pour la préparation du festival du monastère de Thimphu, du grand dzong de Thimphu, donc à cette époque du mois de septembre. Et donc, ils ont tourné là, accompagnés entre autres par un petit moine qu'on voit à plusieurs reprises, un petit moinillon qui s'appelle Sapoli, qu'on a eu l'occasion, Snafu et moi, de rencontrer il y a encore 5 ou 6 ans, qui était encore vivant il y a 5 ou 6 ans au Bhoutan, qu'ils avaient rencontré à Paro. Et donc, ils ont navigué entre les 3 monastères principaux de Paro, Thimphu et Huangdi. Voilà, un petit peu à peu près ce que je peux vous donner comme renseignement sur ce tournage qui s'est fait évidemment avec les informations qu'ils avaient à l'époque sur ce pays. Anna a pour père un théologien. Elle s'intéresse beaucoup à la spiritualité. C'est elle, même si elle n'apparaît pas au générique, qui a composé ce commentaire quelque peu emphasique, bien sûr, mais qui était leur choix au volontiers au départ. Voilà. D'accord. Donc, mais de toute façon, quand j'ai fait l'annonce tout à l'heure de la soirée, j'ai bien dit que c'était un film de cinéaste et que ce n'était pas un film d'éthologue. Donc, justement, maintenant, Françoise va nous donner son impression par rapport à ce qu'elle sait, de ce qu'elle a vu dans le film et ce qu'elle sait du pays. Parce qu'il va y avoir quand même un décalage entre les deux. Bonjour, rebonjour, mais merci Jeanne de toutes ces précisions qui sont très importantes, car je pense que c'est un film qu'il faut vraiment remettre dans son contexte, et un film qu'il faut remettre dans le contexte aussi d'une certaine époque en Occident. Ce n'est certes pas un documentaire, parce que par exemple, j'ai noté que les dzongs, les temples étaient mélangés allègrement. On avait un plan du dzong de Paro et puis le plan suivant, c'était le dzong de Huangdi. Donc, on ne peut pas appeler ça un documentaire vraiment. Il n'y avait pas un souci de véracité. Et on avait Taksang et puis tout d'un coup, on sautait à Punakha. Enfin, c'est pas vraiment. Alors, en revanche, j'ai trouvé que c'était un film mystique, certainement, un film mystique qui reflète bien les années 70 quelque part, hein, où l'Occident découvrait un petit peu l'Himalaya et les moines tibétains, donc magnifiquement tourné. Mais par exemple, le commentaire ne suit absolument pas ce que disent les moines. Il y a des moments où on a l'impression que c'est une traduction des prières, surtout au début. Or, pas du tout. C'est un commentaire totalement inventé par quelqu'un qui est très intéressé par la mystique et la spiritualité, mais qui ne reflète absolument pas ce qui est lu pour les moines.
Et l'essentiel du film est consacré à la vie religieuse. Il y a pour 3 minutes des activités des laïcs, c'est-à-dire le tissage et le battage de la moisson. Et puis tout le reste, mais tout est ramené à des préceptes religieux. Or, je peux vous dire que lorsqu'on fait la moisson, on n'est pas forcément dans un état d'esprit religieux. Mais dans ce film, il y a vraiment on voit que c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé par la spiritualité. Donc ça aussi, c'est très… par exemple, à un moment, j'ai beaucoup ri parce que quand c'était très chrétien, pour moi, c'était très chrétien quand elle a dit que le riz qu'on donnait aux moines, c'était le corps spirituel du Bouddha. Enfin, le riz, ce n'est pas du tout le corps spirituel, c'est juste pour qu'il se nourrisse à ce moment-là. C'est le repas du moine. Donc, mais c'était pour moi, c'était très chrétien. C'était vraiment très intéressant. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le film, c'est d'abord de voir en 1960. Moi, je suis arrivée au Bhoutan en 79 la première fois, donc 4 ans après. En 75 et en 79, il y avait peu de différence. Et on voit bien les costumes et la mode des costumes qui reflètent bien l'époque. Par exemple, les moines étaient en costume, enfin, avaient un costume qui avait beaucoup de bleu foncé, alors que dans fin des années 80, le chef religieux du Bhoutan a décidé d'enlever, de ne plus laisser les moines des Drukpa Kagyupa avec ces couleurs bleu foncé, mais à les mettre en rouge, comme les autres moines. Donc là, le film, rien que par le costume des moines, est bien daté. On sait de quelle date il est. Une autre chose, c'est tout le monde avait les pieds nus, bien sûr, et puis les cheveux courts des femmes, qui maintenant, c'est assez rare que les femmes aient les cheveux courts. D'autre part, les maisons, on a vu le peu de maisons qu'on a vues, mais enfin, on en a vu quelques-unes, les toits étaient en bardeaux, ce qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus, et il n'y avait pas encore de vitres, de vitres aux fenêtres. Et ça également, c'était très intéressant. Donc, pour moi, c'est un film très intéressant qui permet d'avoir vraiment une bonne vision des années 75. Je regrette simplement, en tant qu'ethnologue, qu'il soit tant tourné vers la spiritualité et qui peut-être fait passer à côté de certaines choses qui auraient été très intéressantes à documenter à l'époque. Mais ça, c'est le parti pris du cinéaste et voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà. Et alors, qu'aimeriez-vous développer comme argument que vous trouvez manquer dans le film? D'abord, que c'est le Bhoutan, bien sûr, mais c'est la vie religieuse au Bhoutan, et encore la vie religieuse dans les monastères. Il y a toute une partie de la vie religieuse au Bhoutan qui n'est pas forcément dans les monastères, mais qui est également dans les villages, avec ce qu'on appelle les praticiens laïcs, qui font l'essentiel de la vie religieuse dans les villages du centre et de l'est du Bhoutan, et qui ne sont pas dans les monastères. Donc, d'une part, il y a mais ça, c'est normal, puisqu'ils n'ont pas pu aller au-delà de l'ouest du Bhoutan. Donc, je comprends très bien, ils se sont attachés à cette vie religieuse dans l'ouest. Bon, moi, je trouve qu'il y a trop d'intérêt pour la vie religieuse et pour les rituels. Mais on ne voit pas, par exemple, comment vivent les petits moines, leur dortoir, comment ils font la cuisine, comment on les met au monastère. Il n'y a rien sur le fait que comment ces enfants vont au monastère, pourquoi ils vont au monastère, toutes ces questions qui sont comment vivent-ils, de quels subsides vivent-ils, tout cela, qu'est-ce qu'ils mangent, tout cela est complètement passé sous silence au profit d'une vision mystique de la religion. Voilà. Et lorsque vous parlez de ces rituels, enfin des villageois, Oui. est-ce que ce sont des rituels chamaniques, ou tout au moins que l'on peut rattacher à des rituels chamaniques? Non, pas forcément, non. Je parle des rituels bouddhistes qui sont faits, ou bouddhiques,
pour parler bien français, Hein? les rituels bouddhiques qui sont faits dans les villages par ces religieux laïcs, ce qu'on appelle, c'est une très mauvaise traduction, mais on les appelle religieux laïcs, et qui font la vie bouddhique du village dans le centre. Dès qu'on a passé le Péléla, c'est-à-dire la frontière entre l'ouest et le centre et l'est du Bhoutan, ce sont eux qui, j'ose dire, mènent la danse. Ce sont ces religieux laïcs et non pas les moines des Dzong qui sont extrêmement peu nombreux. Donc là, il y a aussi toute une partie de la vie. Ces religieux laïcs sont très souvent mariés avec des enfants. Ça donne complètement une autre différence. Et puis, ce sont des petits temples, et ce sont des temples où tous les villageois viennent pour faire les rituels bouddhiques. Là, on ne parle pas des fêtes communautaires qui sont chamaniques et qui sont une autre dimension de la vie religieuse au Bhoutan. Là, je parle uniquement des phénomènes bouddhiques. Voilà. Est-ce qu'il y a pour l'instant des gens qui auraient des questions à vous poser par rapport à ce que vous venez de nous dire? On en parle là, non? A priori, non. Mais alors, vous avez quand même employé le terme de chaman. Vous me l'avez mis dans la bouche, mon cher. Oui, absolument. Mais est-ce que dans les villages retirés, il y a des rituels de chaman au Bhoutan? Bien sûr, bien sûr, Oui. bien sûr. Mais ils sont différents d'abord des chamans que l'on peut trouver au Népal, hein, pour commencer. Et il faut s'entendre aussi sur ce qu'on veut dire par chaman. Oui, ben, le terme est vraiment très vaste et Oui. Moi, il y en a pour j'adore. tout. Ma professeure Roberta Maillon disait le chamanisme, c'est l'auberge espagnole. Je suis bien Absolument. d'accord. Je suis bien d'accord avec elle. Le chamanisme, c'est une auberge espagnole. Oui. Et donc, à la fois au Bhoutan, on a à la fois des médiums, c'est-à-dire des personnes dans lesquelles les divinités s'incarnent et qui vont avoir des transes ou vont vous dire des choses, et également des chamans, c'est-à-dire des gens qui vont faire le voyage dans l'au-delà ou dans le ciel. Et voilà. Et les chamans sont essentiellement des intercesseurs, pour reprendre le mot de Corneille Geste, mais aussi Philippe Sagan, ce sont des intercesseurs entre le monde des vivants et l'au-delà, quel qu'il soit. Voilà. Et oui, ces chamans existent. Et je sors un livre, justement, j'en profite, hein, je sors un livre chez Shambhala aux États-Unis, en anglais, sur les messagères divines au Bhoutan, parce ce sont essentiellement des femmes. D'accord. Jeanne, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Françoise? Non, non, pas du tout. Non, non, je voulais vraiment effectivement insister sur, je suis complètement d'accord avec elle. Et moi, j'insiste, c'est le regard de cinéaste, effectivement. C'est un de leurs premiers films en Himalaya. Après, ils feront des films beaucoup plus, comme disait Françoise tout à l'heure, documentaires, c'est-à-dire écrits pour nous apporter énormément d'éléments sur toutes sortes de différentes scènes de la vie, que ce soit au Tibet ou en Himalaya. Mais là, en l'occurrence, sur ce film-là, effectivement, ils ont voulu partir dans cette mystique du bouddhisme tibétain qu'ils découvraient et qu'on était presque tous, nous, en Occident, en train de découvrir en même temps. Voilà. Et moi, ce qui me frappe, évidemment, la qualité, puisque ce sont des vrais cinéastes, et j'ai envie d'apporter ça à leur effort, c'est que c'est tourné d'abord en 35 mm, ce qui est remarquable, ce qui fait que ça reste des images étonnantes et qui le seront toujours, parce qu'elles restent d'une qualité formidable, et surtout, on prend le temps. Maintenant, quand on voit une scène de ce genre, parce que des scènes de ce genre de la vie dans la salle, dans les lakangs et dans les monastères, on en voit beaucoup, mais elles sont tournées tellement rapidement sans que personne ne s'installe qu'on peut juste là apprécier la lecture des textes en même temps que les moines, rester sur le plan et s'imprégner un petit peu de ça. Et effectivement, comme le dit Françoise,
quel dommage qu'il n'ait pas passé autant de temps, par exemple sur cette tisseuse qui est remarquable, hein, le tissage représentant tellement au bouton, on aurait envie que cette scène sur le tissage, sur le tir à l'arc et même sur les foins, puisque c'est une des activités principales, c'est un pays paysan, tout ça, on aurait aimé qu'effectivement, ils en fassent tout autant là-dessus. Voilà, ça reste un film avec un très beau témoignage de cette époque. Et qu'est-ce que ça marque les pieds nus partout, les moines qui courent dans les flaques d'eau, parce que bien sûr qu'ils sont pieds nus maintenant dans les salles des temples quand ils récitent, mais le reste du temps, ils ont tous des chaussures. Et là, on marque vraiment un passage dans le temps, n'est-ce pas? Oui, ah oui, absolument. absolument. Mais en contrepartie, ils ont fait de magnifiques photos Oui, que l'on a mis sur notre site d'ailleurs, et où justement on trouve beaucoup plus de scènes de la vie quotidienne. Et il y a entre autres de très belles photos de cette femme qui est en train de séparer le riz avec la paille, etc. Et il y a des photos magnifiques dans leurs diapositives qui sont vraiment qui font un peu le complément du film et qui en contrepartie sont complètement démarqués du côté mystique du film. C'est plus des témoignages parfaitement carrés du quotidien. Voilà. Quelqu'un a des questions à poser ou des commentaires sur le film? Alors, François, je vais vous poser une double question, parce que quand on a su que vous veniez assister à cette soirée, j'ai eu quelques réactions, en particulier sur la réaction politique des Bhoutanais par rapport aux immigrés népalais qui ont été chassés du Bhoutan. Et je crois que vous aviez à l'époque écrit des articles sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous resituer cette situation de l'époque? non, je n'ai jamais écrit d'article sur la question. Il faut être honnête, absolument pas. Mais je suis un peu surprise de votre question parce que je pensais que c'était une question autour de la culture du Bhoutan. Et là, vous me ramenez 35 ans en arrière. Ça fait partie de la culture du Bhoutan aussi. Enfin, Certes, mais c'est une question politique à laquelle, franchement, je ne m'attendais pas. D'accord. Surtout venant de vous. Mais c'est pas de moi qu'elle vient, mais quelqu'un qui m'a posé la question. eh bien oui, d'accord, ben je vais y répondre. D'abord, je voudrais vous dire que c'est une histoire qui date de 35 ans et je ne peux pas. Sinon, je prends 1 heure. Si vous voulez, je prends 1 heure maintenant pour en parler parce que c'est un sujet tellement complexe que je n'aime pas en parler rapidement et je veux bien vous faire un résumé, mais ça va être très difficile. Et bon, en 1988, le Bhoutan a décidé de savoir qui était bhoutanais et qui ne l'était pas. Donc, il y a eu une loi que ceux qui n'avaient pas des papiers comme qu'ils étaient au Bhoutan avant 1958 n'étaient pas citoyens bhoutanais. Donc, à partir de là, il y a une certaine quantité de personnes qui sont parties, soit par la force, soit de leur plein gré, parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont partis de leur plein gré, et qui sont arrivés dans des camps au Népal. Voilà. Cette population a été, ça c'est 35 ans. Alors aujourd'hui, je peux vous dire au Bhoutan, 25% de la population est d'origine népalaise, hein, donc ils ont tous la citoyenneté bhoutanaise et je dirais qu'ils sont extrêmement bhoutanais. Et surtout, les gens qui sont dans les camps ont été gracieusement recueillis grâce à les organisations internationales, recueillis par les États-Unis, le Canada, la Norvège, il y a plusieurs pays. Et actuellement, il reste peut-être dans les camps 5 à 6 000 personnes seulement. Voilà, qui sont très politisées. Et donc, pour l'instant, aujourd'hui, c'est un non-sujet au Bhoutan, pour vous dire la vérité. C'est un non-sujet au Bhoutan. Les Népalais qui sont au Bhoutan, et Dieu sait si j'en connais, sont tout à fait bhoutanais. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts
Nous avons 2 ministres qui sont d'origine népalaise aujourd'hui. Enfin, il y en a eu dans tous les gouvernements. Mais pour vous donner une idée, le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Économie sont des gens d'origine népalaise. Mais encore une fois, il faut savoir ce que népalais veut dire. Parce que népalais, c'est aussi l'auberge espagnole. Il y a une grande différence entre les gens qui sont, par exemple, des tamangs qui se considèrent très proches des Bhoutanais, aussi bien par le bouddhisme que par la langue, que des hautes castes comme les Sharmas ou les Voilà. Donc, aujourd'hui au Bhoutan, la plupart le roi a fait construire de nombreux temples hindous et c'est tout ce que je peux vous dire et qu'il y a une harmonie dans la population. Alors, c'est un petit peu dommage qu'on revienne tout le temps à la question d'il y a 35 ans. Voilà. D'accord. Mais je suis prête à vous faire une conférence, mais il faut qu'elle soit d'1 heure. Ah, ben, on peut très bien envisager une conférence de 1 heure, si vous voulez. C'est pas un problème, on peut très bien la faire sous cette forme-là. Mais je pense que ça demande beaucoup plus de préparation pour vous, pour avoir tous les éléments et pour… Non, puisque j'y étais. Non, puisque j'y étais, donc je sais de quoi je parle. J'étais, si je peux m'exprimer ainsi, aux premières loges. D'accord. Donc, je sais très bien ce qui s'est passé. Non, mais je suis complètement d'accord pour refaire une soirée autour de ce problème qui, a priori, a laissé quand même des traces dans certains milieux, puisque je vous dis, il y a des gens plusieurs personnes m'en ont parlé. Oui, je sais. Et je sais aussi, Monsieur Panier, que certaines personnes vous ont reproché de m'avoir invité. Oui, absolument. Voilà, soyons justes. Je sais, les choses, mais je suis très franche, donc disons les choses telles qu'elles sont. Comme nous l'avons mis à l'entête du site de l'association, nous avons mis que nous refusions toute censure et que nous étions complètement libres d'inviter qui nous plaît en fonction de ces par rapport à une zone qui nous intéresse et que ceux qui ne sont pas contents, c'est pas mon problème. Voilà. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord pour que l'on réorganise une soirée autour de ce problème, si vous êtes d'accord. Moi, j'aurais aimé poser une question. Est-ce que c'est possible? Bien entendu. Bonjour à tous. Je vais poser une question de naïve à Madame Françoise Pomaré. J'ai vu dans le film qu'il y avait beaucoup d'enfants de Moinillon. J'aimerais savoir par qui ils sont envoyés là. Est-ce que c'est les parents, leur famille qui décident de leur faire vivre cette expérience ou est-ce que c'est, même si ces enfants sont très jeunes, sur leur propre demande? Bref, j'aimerais savoir comment ces très jeunes enfants arrivent pour vivre cette expérience de moine. Merci beaucoup, madame. Voilà une question qui me ravit et je suis désolée que le film n'en ait pas du tout parlé parce que c'est quelque chose qui manque vraiment. Et c'est une question que l'on se pose beaucoup en Occident. Alors, pour vous expliquer, les enfants qui sont mis dans le monastère ne sont absolument pas là par vocation. Il faut que ça soit bien compris. C'est un désir de la famille qui veut s'attirer à la fois des bienfaits, des bénédictions, et également, s'ils sont très pauvres, un moyen d'avoir les enfants au monastère et donc pris en charge. Dans le temps, jusque dans les années 50, il y avait ce qu'on appelle la taxe de moine, c'est-à-dire chaque famille était obligée de mettre un enfant au monastère. C'était une obligation. Ça date du XVIIe siècle. Et donc, les enfants vont au monastère, ils ne sont pas, lorsqu'ils vont au monastère, ils ont 6-7 ans ou 5-6 ans, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils vont au monastère parce que dans un monastère où généralement, ils ont un oncle ou un cousin qui y est déjà. Donc, ils arrivent dans un endroit où il y a des gens qui les connaissent. Ça, c'est très important. Et ces enfants vont être ensuite pris en charge par le monastère et donc vont avoir une éducation. Et je vous rappelle que jusque dans les années 70, il n'y avait pas d'éducation moderne, enfin
occidentale ou moderne au Bhoutan. Il n'y avait que des monastères dans lesquels on pouvait faire des études. Donc, c'était une façon, bien sûr, de faire une ascension sociale. Si l'on était doué pour les études, on faisait une ascension sociale de cette façon-là. C'était un petit peu comme chez nous au 19e siècle, le rouge et le noir, vous savez, c'était un petit peu ce genre de choses. Donc, ces enfants sont mis au monastère. Après quelques années, on décide, on voit comment s'ils sont doués pour les études, s'ils sont doués pour la danse, s'ils sont doués pour la peinture, s'ils sont doués pour la musique ou pour les rituels. Et à ce moment-là, on va les orienter. Il va y avoir des sections, si vous voulez, dans lesquelles ces enfants seront orientés en fonction de leur capacité. Et puis ensuite, donc les enfants vont grimper ils vont devenir des adolescents. Et c'est au niveau de l'adolescence que souvent il y a des problèmes parce que les adolescents souvent refusent cette discipline très stricte. Et souvent, vers l'âge de 20 ans, à ce moment-là, ils rencontrent une jeune fille et ils veulent sortir du monastère. Et ceci est parfaitement toléré. Alors, ils sont moines, mais ils n'ont pas pris tous leurs vœux de moine. C'est pour ça que le terme moine est très équivoque. Ils ont pris certains vœux, mais pas les vœux complets de moine. Et donc, ils peuvent sortir du monastère, ils peuvent demander l'autorisation de sortir du monastère qui leur est accordée. Et à ce moment-là, ils rentrent dans la vie laïque. Ils deviennent des laïcs. Et ils se marient, ils ont des enfants. Et actuellement, on a, par exemple, à ma fac, j'avais énormément, dans les années, il y a encore 10 ans, j'avais énormément de professeurs qui étaient d'anciens moines parce qu'ils avaient la connaissance des textes religieux, de la grammaire, etc. Donc, ils n'ont aucun problème pour se reconvertir, hein, ces anciens moines. J'allais vous demander, oui. Non, ce n'est pas un problème. Mais évidemment, s'ils peuvent rester au monastère, c'est mieux. Mais en même temps, il n'y a pas, si vous voulez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais il n'y a pas la notion terrible qu'on a en Occident du prêtre défroqué. Ce n'est pas du tout cette notion-là. Et on se moque les uns des autres. Ah, toi, tu es un ancien moine, ha, ha, ha. Et voilà. Et tout le monde le sait, mais ce n'est pas une catastrophe planétaire. Voilà, dans la communauté. Je vous remercie infiniment, madame. Je vous en prie, madame. Explication très claire. Merci. Je vous en prie. Et je crois que maintenant, justement, ils ont des problèmes. Il y a de plus en plus de problèmes de recrutement parce que, alors ça, c'est pareil, vous allez nous donner un avis local, alors que nous, on fait un avis complètement extérieur. C'est-à-dire que durant la Coupe du monde de football, on nous montrait beaucoup les moines avec leur téléphone portable, portant plus d'intérêt à la Coupe du monde, au rituel proprement dit, dans lequel ils étaient censés participer. Alors, quelle est votre interprétation sur ce point-là? Ah ben là, je suis complètement d'accord avec vous. À partir du moment où des enfants sont mis au monastère sans vocation, la vocation, ils vont la découvrir bien plus tard. Certains vont vraiment avoir… ah, je vois qu'il y a des questions. Certaines personnes vont découvrir la vocation et donc là vont être très très bien au monastère, mais il y a plein de jeunes qui ne sont pas franchement intéressés par la vie spirituelle. Et c'est ce que je trouve un peu dommage dans le film, c'est qu'on a l'impression que tous les moines sont très très impliqués dans la vie spirituelle. Pas du tout. Il y en a que ça n'intéresse pas. Et puis, alors le téléphone portable est extrêmement important dans la vie du moine parce qu'il lui permet d'avoir des contacts avec ses donateurs, d'avoir des contacts pour aller faire les rituels dans les maisons. Donc, on l'appelle, on lui dit « Est-ce que vous êtes libre tel jour pour venir faire tel ou tel rituel ?» Et le moine va aller. Donc, et puis aussi, le téléphone portable lui permet d'écouter les enseignements religieux qui sont enregistrés. Donc, le téléphone portable est absolument un instrument indispensable pour n'importe quel moine qui se respecte. Mais je suis d'accord avec vous, tous les moines ne sont pas intéressés par la vie religieuse. Alors, je vois qu'il y a des questions. Oui.
Alors, je Oui, vois ben non. l'enseignement dispensé, Corinne Coffion, l'enseignement dispensé aux apprentis moines a-t-il évolué depuis les années 70? Oui. Oui. Alors, il y a toute une partie qui est quand même qui ne change pas, mais il y a une partie qui a été ajoutée, c'est-à-dire, en particulier, beaucoup de monastères ont maintenant un enseignement d'anglais et de mathématiques. Et aussi un enseignement concernant l'hygiène, tout ce qui est hygiène, parce que pour vous dire la vérité, les monastères, c'était assez sale. Donc maintenant, avec l'aide de l'UNICEF, qui a fait beaucoup au Bhoutan pour les monastères, les moines ont des notions d'hygiène corporelle, mais aussi du monastère. Et donc, il y a pas mal d'enseignements qui leur sont donnés en plus de leurs enseignements religieux. Est-ce qu'il y a une baisse de vocation? Certainement, mais on ne peut pas dire une baisse de vocation puisque la plupart des enfants qui partaient au monastère n'avaient pas de vocation du tout. Donc, je préférerais dire une baisse de recrutement qu'une baisse de vocation. Oui, il y a moins d'enfants qui sont au monastère, mais je pense que beaucoup sont beaucoup plus intéressés qu'avant. En fait, on remarque pas même parmi les jeunes qui suivent un cursus laïque d'éducation occidentale, on voit qu'à la fin de leurs études, souvent, aussi bien chez les garçons que chez les filles, ils veulent aller au monastère. Donc là, c'est vraiment aller au monastère par vocation. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans la vie monastique. Est-ce que le Dzongkha est... Ah, c'est Fabienne. Est-ce que le Dzongkha était langue officielle en 1975? Oui, c'est devenu la langue officielle à peu près à cette époque-là, quand la première grammaire du Dzongkha a été faite. Mais la langue du monastère, la langue écrite, était bien sûr et est toujours le tibétain classique. Le tibétain classique qui est la langue de l'écriture, qui était la langue de l'écriture et des textes religieux. Mais le Dzongkha est maintenant la langue officielle, oui, depuis à peu près les années 75. Mais je pense que Nicolas, est-ce qu'il est encore là? Oui, Nicolas est là, pourrait nous préciser cela beaucoup mieux que moi. Quel est le statut des moines, des nonnes? C'est toi, Jeanne, qui pose cette question. Ah, alors les nonnes, comme au Tibet, c'était une catastrophe. Les nonnes étaient considérées comme des servantes, pas dignes d'enseignement. Les monastères, il y en avait très, très peu. C'était souvent des filles de familles très pauvres, sans aucune vocation, parfois des filles qui avaient un handicap, soit mental, soit physique, qui étaient mis en bref, on s'en débarrassait, en gros. Et leur statut n'était pas du tout enviable. Et elles ne recevaient que pratiquement pas d'éducation. Depuis les années 80, la situation a complètement changé. Sous l'effort du gouvernement et de plusieurs personnes, on a maintenant une fondation pour les nonnes. Et les nonnes vont maintenant au monastère, beaucoup de jeunes filles vont au monastère par vocation. Elles y vont par vocation, parce qu'elles veulent aller au monastère. Et dans certains monastères, il y a beaucoup plus de nonneries, de couvents de nonnes qu'il y avait avant. Ils sont pris en charge à la fois par le gouvernement et par la fondation des nonnes, mais aussi par des privés. Et certaines nonnes reçoivent, les petites nonnes, celles qui vont dans certains monastères, l'abbesse envoie aussi ces petites nonnes à l'école laïque, l'école primaire laïque. Donc le matin, elles vont à l'école primaire du village et l'après-midi, elles reçoivent un enseignement religieux. Maintenant, les nonnes reçoivent un enseignement religieux digne de ce nom et certaines sont en voie de devenir docteurs, geishés, comme les hommes. Donc, il y a eu un changement radical sur l'état des nonnes au Bhoutan en 35 ans, disons. Voilà. Également, comme en Occident, une baisse des vocations chez les moines au Bhoutan. Oui, grosso modo, oui, la réponse a été faite. Alors, par exemple, McDonald's avait des photos du Sikkim.
bon, Oui. c'est quand même très proche, de rituels chamaniques avec des chamans de type tamang, mais ce ne Oui, sont pas des tamangs, oui, oui, mais ils ont les robes blanches et les tambours oui, de oui. type tamang. Est-ce que dans les communautés népalaises du Bhoutan, on avait le même contexte de chamanique Alors, dans le sud, oui. Chez les Tamang, chez les Limbu, oui, il y avait les mêmes rituels, absolument, D'accord. absolument. Qui continuent d'ailleurs, qui continuent. Mais bon, on a toujours les mêmes rituels. Je me souviens, la personne qui travaillait chez moi dans les années 80 au Bhoutan était un tamang et il était chaman. Donc, souvent le matin, je le voyais arriver complètement crevé parce qu'il avait fait le chaman toute la nuit. Donc, et ça, c'était à la capitale. Donc, c'est quelque chose qui existait. Oui, oui, absolument. D'accord. Et qui existe encore. Oui. Parce que Corneille Geste, quand il était au Sikkim, par exemple, avait logé dans une communauté qui dépendait du monastère de Saint-Maurice en Suisse. Au monastère de Saint-Maurice en Suisse, ils ont toute une collection d'objets du Sikkim avec des tambours de type tamang, quoi, comme donc avec la Oui, poignée, le tambour double face avec la poignée de type fourbou. Et donc, ça a diffusé beaucoup plus largement que ce que l'on s'imagine au Népal. Au bah, Népal, c'est plutôt quadrillé dans des zones extrêmement étroites, alors que ça a été diffusé beaucoup plus largement par ailleurs. mais je crois que là, nous avons des spécialistes du Népal qui pourraient nous dire que lorsque il y a eu les migrations à partir surtout de l'est du Népal vers le Sikkim, vers les Douars et vers le Bhoutan, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, il y a eu, à partir du moment où la migration se fait, la culture se fait avec l'ethnie. Et donc, il y a toujours eu oui, enfin, au Bhoutan, il y a toujours des rituels chamaniques, si vous voulez dire, tamang, oui, bien sûr. Oui, Ou limbu, d'ailleurs, ou limbu. oui. On Et a, d'ailleurs, ces migrations ont été, semble-t-il, extrêmement importantes, parce qu'Isabelle Massieu, quand elle passe au Sikkim, je crois que c'est dans les années 1910 à peu près, elle se plaint que les migrations népalaises étaient tellement importantes et qu'ils déboisaient tellement que ça créait des problèmes écologiques. Alors que déjà en 1910, quelqu'un soulève un problème écologique au Sikkim lié aux migrations, c'est quand même intéressant aussi comme notion. oui, je ne connais pas assez le Sikkim, donc je ne dirai rien, parce que le Sikkim est un cas encore très particulier, très différent du Bhoutan. Ah oui, pourquoi? À quel point de vue? Je crois que c'est Jeanne qui pourra en parler du Sikkim mieux que moi. Bah, d'abord, Disons qu'elle a fait le film sur le retour de la tortue de Marie-Madeleine Perronnet au Sikkim, en effet, et puis elle a travaillé en effet sur le sujet, oui. bah, le Sikkim d'abord n'est plus un État indépendant. Maintenant, oui. Bon, ensuite, ils ont eu des migrations justement népalaises extrêmement importantes. Il y a 4 grandes populations au Sikkim qui ne s'entendent pas toujours. Il y a les Tibétains, il y a les Bhotias, c'est-à-dire les Sikkimais, il y a les Lepchas, et puis il y a les Népalais. Donc on a quand même une population. On est dans un pays qui a fait partie de l'Union indienne et qui est quand même complètement différent. Et le bouddhisme y est aussi, n'a pas du tout ce côté officiel qu'il y a au Bhoutan. Donc moi, je ne veux pas parler du Sikkim, ce n'est pas ma spécialité, mais que je connais quand même assez bien et je vois que c'est très, 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 très différent. Enfin, je ne sais pas, Jeanne, tu peux dire quelque chose, s'il te plaît? Bien sûr, oui, mais moi, je ne vais pas du tout avoir un regard justement de spécialiste ni d'ethnologue, mais ça se compare absolument pas.
Il n'y a rien à voir entre le Sikkim et le Bhoutan, si ce n'est qu'à un moment donné, le Sikkim était un peu petit royaume sous protectorat d'abord anglais, ensuite ben voilà, qui a été annexé par l'Inde en 1975, mais qui a effectivement, comme tu le dis, une telle histoire de migration et de population différente qu'aujourd'hui, c'est en rien comparable en tradition avec le Bhoutan. Et quand dans ce film que j'ai tourné lors du pèlerinage de Marie-Madeleine Perronnet, qui restitue cette statuette au Sikkim, c'était incroyable de voir que le Sikkim qui s'ouvrait au tourisme, c'était la première année où les touristes pouvaient rentrer au Sikkim, c'était en 1992. Ils ont profité de ce prétexte culturel qui était le retour de cette statuette dans le petit monastère de Podang où Alexandra avait tellement séjourné en 1910 pour faire revivre là, pour le coup, leur pays de manière presque, je dirais presque plus touristique qu'autre chose. Et j'ai vu malheureusement se dégrader. On est arrivé, on nous a accueillis fastueusement en nous faisant comprendre qu'il y avait toute une communauté monastique qui revivait et tout ça. Ils ont créé un musée à l'intérieur du monastère de Podang et j'y retourne maintenant chaque année et tout est à l'abandon. Donc, ça montre bien que les motivations ne sont pas du tout les mêmes, rien qu'au niveau du bouddhisme tibétain, par exemple. Je vois que mon collègue Nicolas Tournade, qui est un grand linguiste, est d'accord pour parler sur le Dzongkha quelques mots. Je pense que ça serait très bien. Très volontiers. Nicolas, tu peux te connecter? Tu peux te connecter, s'il te plaît, si tu y arrives. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre. On a un problème là. Nicolas, on ne t'entend pas. C'est trop mauvais. Dans les montagnes, la connexion n'est Nicolas, pas bonne. Mais, Nicolas. Nicolas, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Très mal. Très mal. Il faudrait que vous déconnectiez votre micro, peut-être, et le rebrancher. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est écrire dans le chat et je peux lire ce que tu as écrit aux gens qui assistent. D'accord. Bon, merci. Merci. C'est pas grave. Je parlerai une autre fois quand la connexion sera. D'accord. Mais bon, merci. Merci, Nicolas. Eh bien, comme nous allons réinviter de toute façon Françoise pour une deuxième séance justement sur les problèmes politiques dont nous parlions tout à l'heure, vous aurez la possibilité d'intervenir à nouveau et de continuer cette soirée en donnant votre interprétation de ce que vous vouliez nous dire. Vous vous adressez à qui? Ben, Monsieur Tournadre. Bon, a priori, il y a des problèmes, comme toujours, avec les… Alors, si nous refaisons une soirée, je voudrais que nous considérions cette soirée dans le cadre du Bhoutan moderne, du Bhoutan contemporain. Ben, très bien. Et donc, on ne parle pas uniquement d'un problème qui est maintenant, aujourd'hui, totalement, je ne dirais pas oublié, mais qui n'a plus aucune importance. OK. Et qu'on parle du Bhoutan contemporain. Mais tout à fait d'accord. Vous êtes la bienvenue. On définit une date dans les prochains jours et puis on vous reprogramme pour une autre soirée où, en effet, ce sera intéressant de voir l'évolution du pays, enfin du royaume, de la politique locale, etc. Et en effet, vous avez parlé aussi des bouleversements au niveau de l'éducation, etc., qui sont quand même très importants pour dans le cadre de cette zone géographique. Et moi aussi, je remonterai à 1910. Comme aussi, j'ai les mêmes choses au Bhoutan en 1910. Donc, nous pouvons partir de là. Parfait. Ben, vous êtes la bienvenue. On définit ça et on vous reprogramme pour une autre soirée. Très bien, très bien. Merci. Voilà, donc Yvonne de Siquet n'est toujours pas branchée.
toujours pas rentré. Bon, bah, elle devait clôturer la soirée. Ah, j'aurais aimé poser encore une question, mais alors, si c'est possible, trop tard. Bien sûr. Bien. Moi, j'ai profondément regretté dans ce film de ne pas en savoir plus, par exemple, sur cet intéressant passage concernant le tissage. Et j'aurais aimé savoir en quoi le tissage au bouton serait spécifique. Est-ce qu'il y a des symboles dans le tissage? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au bouton qu'on ne trouve pas dans les pays voisins? Chère madame, je vous remercie de cette question. Alors, on peut programmer peut-être une troisième soirée. Absolument, parce que c'est en effet un problème extrêmement complexe. C'est très... et la richesse des textiles du Bhoutan est incroyable. Est incroyable et je peux vous faire un PowerPoint. J'ai un PowerPoint sur les textiles du Bhoutan. Ah, ça m'intéresserait énormément. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être faire un sondage, François, parce que je ne peux pas, c'est trop compliqué pour vous en parler là en 2 minutes. Non, mais oui, je comprends très bien. Vous voyez, je en soi, parce que c'est sur le plan symbolique, technique, etc., c'est extrêmement complexe. Et il y a forcément énormément de choses à dire, et on ne peut pas le dire dans le cadre d'une soirée qui se termine, pas quand même. Oui, je comprends très bien. C'est pareil, je suis complètement ouvert à faire une soirée uniquement sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet passionnant. Ah, c'est un sujet passionnant. Enfin, moi qui me passionne. Et que tous les sujets qui me passionnent, je suis d'accord pour qu'on les développe dans le cadre de ces soirées. On peut peut-être échanger même directement. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous donner mes coordonnées, mon email, etc. Et on peut échanger tout à fait à ce sujet-là. Vous m'envoyez vos emails, comme ça vous êtes votre email. Ah, il n'y a aucun problème. Donc, je m'appelle Anne Marchand, je suis conteuse et auteure. Sur Internet, il suffit de marquer Anne Marchand, conteuse, auteure. Et vous aurez toutes mes coordonnées sans aucun problème. Je préfère que vous m'envoyiez carrément votre Bien, alors je l'envoie par Muriel Luther, peut-être. Je n'entends pas Muriel. Je me permets, Françoise, de te faire remarquer qu'il y a plusieurs questions. Oui, je sais, j'essaye de placer un mot. Voilà. Alors, rien, alors. Réponse de Nicolas Tournat. Ceux qui ont le chat peuvent le voir. Il y a une très grande diversité linguistique au Bhoutan et bien que le Dzongkha soit langue officielle et soit diffusé au Bhoutan et sur Internet, et y compris bientôt à Langso, d'autres langues ont aussi une forte influence comme le Tsangla, notamment au Bhoutan oriental. Voilà, il y a 19 langues, non pas dialectes, mais 19 langues au Bhoutan. Voilà, donc ça c'est un... Et une autre question de Jean, compte tenu de la situation au Tibet, peut-on dire que le Bhoutan devient de plus en plus un conservatoire du bouddhisme tibétain? Je dirais un conservatoire, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire, le bouddhisme tibétain vivant. Ce n'est pas simplement un conservatoire où on répète les mêmes choses sans changement. Justement, c'est ça qui fait la force du Bhoutan, c'est que c'est une tradition vivante. Et donc, il y a des choses qui évoluent. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, Jean, tout à fait. OK. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, on a aussi dans notre programmation, Serge Bourguignon avait fait un film de 5 heures qui a été ramené à 2 heures lors du voyage du Dalai Lama en France en 1995. Et on avait prévu de programmer au Quai Branly. On ne peut pas, pour des raisons X, le programmer là-bas. On va donc le présenter dans le cadre de ces soirées. Alors, on le fera certainement parce qu'il y a 2 heures de film au final et Adrien a filmé Serge qui nous raconte les modalités du tournage. Donc, ça ferait à peu près 3 heures de soirée. Mais je pense que c'est extrêmement important parce qu'on parle justement du Bhoutan bouddhique et ce serait un peu le pendant de cette vision.
Est-ce que je peux me permettre, François? Bien sûr. J'étais dans l'entourage de Serge au moment de ce tournage et je trouve que de ce que j'en sais, ce que je connais, ça mérite vraiment d'attendre que vous puissiez faire une projection dans la salle de Branly, comme c'est votre projet. Parce que franchement, regarder ce film comme on a pu regarder ça sur un petit écran pour ensuite en parler avec tous les bugs techniques, c'est vraiment trop dommage. Ça mérite une vraie soirée cinéma. Ça mérite une vraie soirée cinéma. Je suis complètement d'accord, Jeanne. Et on l'avait prévu à Branly, mais il y a eu une interdiction, probablement politique. Quelle surprise! Voilà. Quel dommage. Ben, on peut peut-être la prévoir ailleurs qu'à Branly. Hein. On a le droit de la... Si c'est possible, oui. Je pense Mais que l'INALCO serait tout à fait, Françoise Robin à Oui, l'INALCO c'est bien, serait tout à fait Tout à disposée. fait. Tout Ah, à bah, fait. complètement Très bonne idée. d'accord. Et ils ont une salle de cinéma à l'INALCO? Oui, mais ils ont tout un à très fait. beau, ils ont un très bel auditorium. Très Oui. belle Eh ben, je suis auditorium. complètement d'accord pour le projeter là-bas, parce que je suis d'accord avec vous. C'est quand même très désagréable de parler et d'exposer par l'intermédiaire de ce petit machin d'ordinateur qui est quand même assez énervant par certains côtés. Et puis, en effet, le film est magnifique. Et en plus, parce que le film, en fait, a été perdu. Le producteur a disparu, etc. Et Adrien a récupéré les différents morceaux de film et on a pu reconstituer la totalité du film, enfin depuis Bravo. 2 heures. Donc, Bravo. il a fait un très beau travail et le résultat a obtenu le feu vert de Serge. Donc, Ce qui est complètement. important parce que Serge est un grand cinéaste. C'est un grand cinéaste et il est très pointilleux. Quand on a présenté le Nikila, par exemple, il était vraiment désolé de la mauvaise qualité de la reproduction parce que c'était des copies de copies de copies Bah oui. et il y avait une perte de qualité au niveau de l'image, etc. Mais le film est quand même magnifique. Non, pas le Nikila, le Sikkim, pardon. Et voilà, donc, mais si l'UNALCO est d'accord pour le projeter, pas de problème, on a le film et c'est bon. Très bonne idée de Françoise parce que vu tout ce qu'on a vu déjà à l'INALCO, je suis presque certaine que ça rentrera dans leur possibilité de programmation. Oui, D'accord. je vois pas où serait le problème. Là, puisque je ne sais pas si vous avez vu le point de la semaine dernière où Françoise Robin et le Dalai Lama il y a une photo justement lorsque le Dalai Lama est venu à l'INALCO en 2016 et que nous avons eu une pression terrible pour annuler cette visite. Donc, il y a un article du Point la semaine dernière sur le sujet, sur l'influence indue dans les milieux universitaires. D'accord. Donc, nous avons le film et donc je vais prendre contact avec Françoise Robin pour lui proposer. Je pense qu'elle serait très intéressée. Okay. Voilà. Bon, merci à tout le monde, surtout à Françoise et à Jeanne quand même qui sont beaucoup intervenus dans cette soirée pour ces échanges et rendez-vous pour les prochains échanges sur le Bhoutan politique et textile. Voilà. Bientôt. À bientôt. Namasté. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.